Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le pouvoir algérien cultive une mentalité d'assiégé, une approche défensive et pessimiste, symptomatique d'une fièvre obsidionale face à ce qu'il considère comme une entreprise de déstabilisation menée sur tous les fronts par la main étrangère pour l'affaiblir. Le régime est persuadé qu'il est entouré d'adversaires encerclés par des ennemis tapis au sein du pays, soulignant qu'à ses yeux, cerné par son délire obsidional, tout citoyen algérien qui ne s'aligne pas sur l'agenda politique du gouvernement devient potentiellement dangereux, un ennemi allié des puissances étrangères. Ainsi, en s'appuyant sur les services de sécurité, en utilisant les ressources du pays dans le seul but de se maintenir au pouvoir, le régime emprisonne sans vergogne. Parmi les personnes arrêtées, on en trouve plusieurs universitaires, à l'instar de Fatiha Briki, Sarah Ladoul, Mhenna Abdeslam, Mohamed Diagouni, Bouisha Bourfala, Abdeslam Abdenour El Zahari, Lebtar, dont le tort est d'activer au sein du Hirak. À trop cultiver le délire de persécution, le régime algérien a fini par perdre le sens des réalités, à s'aligner la population algérienne exaspérée par les accusations de collusion avec l'étranger, portées contre elle pour avoir réclamé son droit de vivre dans la dignité, revendiquer l'amélioration de ses conditions de vie et de travail, l'augmentation des salaires et l'instauration de la démocratie. Pour certains spécialistes, cette posture paranoïque reflète un délire de persécution, fait-il savoir, ajoutant qu'en politique, au plan gouvernemental, cette mentalité d'assiégé symbolise une lutte désespérée d'un régime contre un destin historique tragique et inéluctable, la fin de son règne. Un recours machiavélique au complotisme pour museler la contestation sociale légitime, verrouiller la société civile et cadenasser le débat démocratique. La menace extérieure ne doit pas servir de prétexte pour menacer les libertés individuelles et collectives des Algériens. Assiéger le peuple algérien par une politique de persécution délirante, insistent les observateurs des droits humains. Pour ceux qui sont des Algériens qui revendiquent leurs droits sociaux et leur désir de vivre dignement. Au dernier Conseil des droits de l'homme à Genève, plusieurs pays, dont les USA, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la Suède, l'Australie et le Royaume-Uni, ont interpellé l'Algérie sur les violences des droits des citoyens, ayant fait valoir leur liberté d'expression, d'association, de réunion. Outre ces dénonciations sur les abus commis sur des centaines des Algériens aujourd'hui détenus, pour certains, sans jugement. Ces pays ont déploré l'existence de textes de loi dont le fameux 87 bis associant tout propos hostile au régime à un acte terroriste. Hussein Azem a été placé en détention provisoire pour être transféré à l'établissement pénitentiaire de la prison de Dra al-Mizan, sous réserve qu'il soit à nouveau incarcéré dans une seconde affaire après plus de 14 mois de détention provisoire. Et c'est après avoir reçu une convocation de la gendarmerie nationale de Dra al-Mizan où il s'est rendu à la brigade de gendarmerie nationale. Il a été arrêté et transféré en prison, encore une fois. Malheureusement, les systèmes autoritaires n'ont qu'une seule réponse, la répression.
l'immigration comme seul mode de gouvernance. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon, qui est avec nous par téléphone. Professeur Houari Addi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci bien de m'avoir invité. Barakallahu fik, marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui est avec nous via Skype depuis la Belgique. Saïd Salhi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. On aura aussi professeur Nourdine Aoussat, écrivain et conférencier. Il sera avec nous par Skype depuis Paris. Avant d'entamer donc le débat, on va juste regarder cette intro et je reviens très rapidement à mes invités. Professeur Houari Addi, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Comment peut-on qualifier la situation en Algérie, professeur Houari Addi, surtout, qui a eu beaucoup de reports, des rapports par rapport à la situation des droits de l'homme. Bien sûr, on a avec nous Saïd Salhi comme exemple, vice-président de la Ligue algérienne, qui a été forcé à l'exil. Quel est votre sentiment, Houari Addi, des universitaires qui sont persécutés, jetés en prison? Où va l'Algérie? On se pose la question, les Algériens. Alors, bon, il y aurait beaucoup d'aspects à analyser de cette situation, mais je me limiterai à quelques points. Premièrement, ces arrestations font partie d'une campagne d'intimidation. C'est-à-dire qu'on intimide ces jeunes citoyens issus du Hirak, militants activistes, et qui espéraient une transition démocratique, un changement pacifique. Et donc, le régime a peur de cette jeune génération, et il est en train d'arrêter des dizaines d'entre eux pour les intimider, pour qu'ils renoncent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cela se fait évidemment de façon illégale, parce que tout pouvoir exécutif a sa propre légalité. Et la légalité du pouvoir algérien, de l'État algérien, c'est la Constitution. Or, ces arrestations sont menées en violation de la Constitution. La Constitution reconnaît la liberté d'expression des citoyens et les droits civiques, dont la critique de la politique du pouvoir exécutif. Et donc, la Constitution en Algérie est violée dans les tribunaux répressifs qui empêchent les citoyens d'exprimer leurs opinions. Alors, vous allez me dire, ou bien on va me dire, mais il y a des textes de loi qui sont la base légale de ces arrestations. Non. La base légale de ces arrestations, c'est un texte, on ne peut même pas appeler ça une loi, parce qu'une loi, c'est le Parlement qui l'édicte. C'est un texte d'un haut Conseil supérieur de la sécurité de l'État, dans lequel il y a le président et aussi le chef d'état-major de l'armée, n'est-ce pas, qui ont pris une décision administrative et qui l'appliquent pour arrêter des citoyens. Or, ce texte est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que si si le Conseil constitutionnel en Algérie fonctionnait, n'importe quel Algérien ou quel député ou quel parti d'opposition saisirait le Conseil constitutionnel de façon réglementaire, eh bien le Conseil constitutionnel annulerait ce texte. Il l'annulerait. Ceci prouve que l'Algérie n'est pas un État de droit,
Qu'est-ce que c'est qu'un État de droit? Un État de droit, c'est un État où les lois et les arrêtés, y compris des maires jusqu'au décret du président, sont en cohérence avec la Constitution. Troisièmement, il faut expliquer cette situation. Cette situation a une logique. Elle a une logique, la logique du régime algérien. Alors, c'est quoi le régime algérien? Le régime algérien est issu de l'indépendance à la suite d'un coup d'État des militaires contre les institutions légitimes et légales de la révolution, c'est-à-dire le GPRA. Et donc, ces militaires avaient un projet. Le projet, c'est celui que l'État est dirigé par une administration et non pas et ne repose pas sur des partis politiques qui enverraient à l'Assemblée nationale et aux assemblées élues des candidats. C'est l'administration qui dirige le pays et non pas les partis. Bon, ce projet... C'est l'administration ou c'est le... Non, je finis cette... Et donc, ce projet a été mis en place par Boumedienne, mais ça a été accepté par les Algériens à l'époque parce que il y avait un projet, le projet d'industrialisation, le projet de la médecine gratuite, le projet de création de milliers d'emplois. C'est pour ça que ce projet a été accepté. Ce projet a échoué, il n'est pas arrivé à développer le pays, mais le régime est resté sur la même façon de diriger l'État, c'est-à-dire l'administration. Il y a eu le multipartisme après les émeutes d'octobre 88, mais ce multipartisme a été vidé de sa substance parce que tous les partis politiques étaient infiltrés par la police politique. Et donc, les partis politiques ne jouaient pas leur rôle. En conclusion, ce régime n'accepte pas les partis politiques. Les partis politiques sont l'expression de la volonté de la population à diriger l'État, à contrôler l'État pour que cet État soit au service du public et non pas perdu dans je ne sais quelle langue de bois. Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez d'autres questions... Oui, absolument. Professeur Louariadi, vous avez parlé de l'administration, mais les Algériens, par leur slogan, depuis 2019, parlent d'un État civil non militaire. Ça veut dire l'émission de l'armée, si on peut dire, ou de l'état-major, est très claire dans le champ politique algérien. Alors, l'État algérien, bon, vous savez que chaque État a ses spécificités, ses particularités. Est-ce que l'État algérien est un État militaire? Bon, à partir du moment où la source du pouvoir n'est pas les élections, ce n'est pas l'électorat, et dans le cas algérien, c'est la hiérarchie militaire, c'est un État militaire. C'est un État militaire, c'est la hiérarchie militaire qui est une branche du pouvoir exécutif. Elle monopolise la souveraineté nationale et décide de désigner le président, les députés, les ministres, y compris les maires des grandes villes. Et ceux qui vont... Où la source du pouvoir est la hiérarchie militaire, ils mettent en avant des civils et ils disent non, ce n'est pas un État militaire. Non, mais la source du pouvoir est l'armée. Donc c'est un État militaire. Et ceux qui vont plus loin, professeur Louariadi, qui parlent d'un argument que l'Algérie est prise en otage par cette institution militaire, entre guillemets, bien sûr, pas de l'armée autant que institution, mais de l'état-major. Non, je ne dirais pas que l'Algérie est prise en otage. C'est pas possible que l'Algérie soit prise en otage. Ce qui se passe, c'est que la hiérarchie militaire, évidemment, il y a des courants qui la traversent et on... Louariadi ? Non, je pense qu'on l'a perdu. Est-ce qu'on a le Louariadi avec nous ?
Non, non, on me dit qu'il y a eu... donc on a perdu le Houari Addi, espérons qu'on va l'avoir très rapidement pour donc essayer de comprendre ce qui se passe en Algérie. Mais on a avec nous bien sûr Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de droits de l'homme, qui est avec nous via Skype. Saïd Salhi, vous avez entendu donc l'analyse de professeur Houari Addi. Comment décrire la situation en Algérie? Bien sûr, il y a un article qui a été fait dans le journal Le Monde, qui a détaillé un peu la situation des droits de l'homme, mais aussi un titre qui était un titre, on peut dire, qui peut expliquer la situation, la valise ou la prison pour les défenseurs des droits de l'homme. Et là, je vous cite, bien sûr, lui qui a été de toutes les manifestations, de toutes les marches, de toutes les luttes, lui qui prenait le micro pour dénoncer le système, les arrestations perpétuelles de militants, les tortures en prison. Saïd Salhi, emblématique vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, a fui son pays, son bruit, le 23 juin dernier. Je n'avais jamais pensé quitter l'Algérie. Saïd Salhi, votre réaction? Effectivement, c'est vraiment dur de le dire, de quitter son pays. Je pense, ça n'a jamais été un projet, ça n'a jamais été prévu, on n'a jamais réfléchi à un moment d'en arriver là. Mais vous voyez, la situation suffit d'elle-même aujourd'hui. Voilà, on ne cesse de compter chaque jour les détenus, les arrestations arbitraires, les procès inéquitables, le chiffre des détenus qui ne cesse de s'allonger, la répression qui ne cesse justement, de continuer, de se poursuivre. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, militer pour les droits de l'homme, je l'ai dit malheureusement même quand j'étais en Algérie, militer pour les droits de l'homme, c'est devenu une chose difficile, même impossible. Pour preuve, aujourd'hui, toutes les voix qui continuent encore à en parler sont ciblées, sont objets de toutes sortes de menaces. Bon, on va voir juste le tweet de Ihsan Al-Qadi, Saïd Salhi, si on peut juste le montrer. L'interpellation de chez lui hier à 18h30 de l'écrivain éditeur Zahari Labtar par des services qui ne se sont présentés ni DGSN ni gendarmerie. Et tout simplement insupportable. Rendre le pays dangereux pour ces élites libres de pensée est une très grave erreur. Donc ça, c'est un tweet de Ihsan Al-Qadi. Qu'est-ce que vous en pensez, Saïd Saleh? Oui, c'est ce que nous avons qualifié d'arbitraire. Nous sommes vraiment dans une situation d'arbitraire. L'arbitraire, c'est quand vous ne savez même pas, à qui vous avez affaire, quand vous n'avez pas les voies de recours, quand vous êtes menacé instamment, c'est-à-dire instantanément. Vraiment, c'est la vie de tous les jours. À chaque moment, vous avez justement cette épée de Damoclès qui pèse sur vous. Vous pouvez être arrêté à tout moment pour vraiment vraiment rien, vraiment. C'est le cas de tous les militants, de tous les amis, de tous les camarades aujourd'hui, soit qui sont en prison, soit qui sont sous contrôle judiciaire, soit qui sont sous des poursuites incessantes. Le cas, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains, des militants de la DH. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un état d'arbitraire. D'arbitraire, voilà. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vient chez vous, qui se présente, qui vous enlève sans décliner son identité, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire, votre famille n'est pas informée de votre lieu de détention pendant peut-être des jours, sinon on a vu beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont été arrêtés, on ne sait même pas par quel service qu'ils ont été arrêtés, ils sont ils disparaissent pendant des jours pour en fin de compte, ils apparaissent dans des procès, expédiés. Très bien. Restez avec nous, Saïd Salhi. Je pense qu'on a professeur Houari Addi. Il est avec nous, je pense. Professeur Houari Addi, est-ce que vous êtes avec nous? On a été coupé. Oui, absolument. Répétez votre question, j'essaierai de répondre.
Très bien. Donc, juste, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie pour votre temps. On a avec nous Saïd Salhi. Le journal Le Monde a fait un article sur la situation des droits de l'homme. Professeur Lawari Addi, le titre est en Algérie, la valise ou la prison pour les défenseurs des droits de l'homme. Et on peut lire, lui qui a été de toutes les manifestations, de toutes les marches, de toutes les luttes, lui qui prenait le micro pour dénoncer le système, les arrestations perpétuelles de militants, les tortures en prison. Saïd Salhi, emblématique vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, a fui son pays, son bruit, le 23 juin. Je n'avais jamais pensé quitter l'Algérie. Est-ce que vous pensez, El Hawari Addi, que ce pouvoir, ce régime est en train de tout faire pour faire fuir l'élite algérienne? Ah oui, absolument. Il y a l'Algérie a perdu, est en train de perdre son élite et elle fuit à l'étranger. Il y a des milliers d'Algériens qui ont quitté l'Algérie pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons économiques, et là ça renvoie à l'échec économique du régime. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que surtout après le Hirak, l'aile la plus dure de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire le DRS, les hommes de Tawfiq Medine, de Djabbar Mhenna, etc., ont pris le pouvoir. Et ceux-là, ces gens, ils ne veulent absolument pas entendre parler de toute critique. Et donc toute critique, même mineure, ils l'interprètent comme étant un acte de guerre contre eux. Et ils défendent leurs intérêts politiques et non pas l'intérêt du pays. Et c'est pour ça que des gens comme Saïd Salhi et des de pays, ce qui est une perte énorme. C'est une perte énorme parce qu'une société a besoin de citoyens qui défendent et qui ont le sens de l'intérêt du bien public. Et Saïd Salhi et d'autres, ils ont le sens du bien public. Dans toute société, il existe ce genre de catégorie de personnes. Mais en Algérie, l'administration leur fait la guerre et ils partent. Et sans cette élite qui fait de la politique de façon désintéressée, parce que Saïd Salhi, il s'est pas impliqué dans la défense des droits de l'homme pour avoir des avantages. Donc, nous sommes l'Algérie est en train de perdre son élite, une élite qui est susceptible de diriger l'État, d'encadrer la société vers la prospérité, vers le développement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La hiérarchie militaire, elle est motivée par des intérêts immédiats, je dis bien immédiats, et ils disent... ils ne le disent même pas, pour eux c'est inconscient. Mais vous avez parlé... Je pense que l'administration seule peut développer le pays. C'est impossible. C'est impossible que l'administration seule développe le pays. Dans 1 an ou 2 ans, la corruption va reprendre à une échelle inimaginable. Parce qu'il y a juste 2 institutions qui découragent la corruption. L'indépendance de la presse et l'autonomie de la justice. Or, il n'y a ni indépendance de la presse en Algérie, ni autonomie de la justice. La corruption va reprendre et on va encore perdre des centaines de milliards de dollars. Très bien. Vous avez parlé du retour de Tawfiq et ce qu'on appelle les Tawfiq Boys, entre guillemets. Est-ce que vous pensez qu'on a fermé la porte à tout changement démocratique en Algérie? L'équipe qui dirige aujourd'hui le régime algérien, qui le surveille, qui le dirige, c'est-à-dire l'équipe autour de Tawfiq est assez âgé, il est vieux, il est homme. Mais ce sont ces élèves et autour de Djabbar Mhenna qui bloquent tout changement, toute perspective. Et ils se disent que dans notre vivant, il n'y aura pas de changement démocratique. Est-ce que cela est dangereux? Ils se sont imposés au reste de l'armée. Parce que dans l'armée, il y a d'autres courants. L'Irdiri n'est pas un cas isolé. Il y a des officiers qui voudraient bien ne pas être impliqués dans la politique. Mais on les implique
obligatoirement, de façon, ils sont obligés de se taire, sinon ils sont écartés. Dernière question, Al-Houari Addi, je vais vous libérer. Le régime algérien fait très attention à son image à l'extérieur. Au dernier Conseil des droits de l'homme à Genève, l'Algérie a été épinglée par la question des droits de l'homme, l'abus des droits de l'homme, surtout cet article 87 bis qui est bien sûr menace tous les Algériens de terrorisme. Est-ce que vous pensez que ces rapports des ONG internationales peuvent influencer le changement en Algérie? Énormément. Je vais vous dire pourquoi. Ce régime, et ça c'est un comportement néocolonial, parce que ce sont des néocolonisés qui dirigent ce régime n'a peur que de la presse française, Ce régime n'a peur que de la presse française. Il méprise la presse nationale, mais il n'a peur que de la presse française. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'ils font attention. Ils ne font attention qu'à la presse française, qu'est-ce qu'elle va dire sur eux, etc. C'est pour ça que je parle du complexe de néocolonisés. Ce sont des néocolonisés. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Barakallahu fik, professeur Al-Houari Addi. Merci beaucoup pour votre temps, professeur Al-Houari Addi, qui est avec nous. On a été rejoint par professeur Nourdine Aoussat, écrivain et conférencier, qui est avec nous via Skype depuis Paris. C'est Nourdine, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est Nassar pour l'invitation. Salam alaikum à vous d'abord et aux invités et aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices algériens où qu'ils soient et les non-algériens aussi. Merci beaucoup Nourdine Aoussat. Nourdine Aoussat, sur la situation des droits de l'homme en Algérie, on regarde un peu ce que a tweeté Ihsan Al-Qadi, lui-même qui a été menacé sous l'article de 87 bis de terrorisme. Le tweet et là je le cite: l'interpellation de chez lui hier à 18h30 de l'écrivain éditeur L'Azhari L'Abtar par des services qui ne se sont présentés ni DGSN ni gendarmerie, et tout simplement insupportable. Rendre le pays dangereux pour ces élites libres de penser est une très grave erreur. Est-ce que vous pensez que le régime algérien est en train de mener la guerre à son élite, mais aussi à une partie du peuple algérien? Absolument, pas seulement à son élite, bien entendu, mais à toute une partie, tout un pan de la société qui refuse de rentrer dans le jeu du clientélisme. Toute personne aujourd'hui qui ne marche pas dans la direction, dans la feuille de route qui a été tracée par ce pouvoir, elle est menacée. Mis à part les années de la décennie rouge, comme on l'appelle, les années 90, jamais la situation des droits de l'homme, jamais la situation de la quiétude, tout simplement, la sérénité du peuple n'a été aussi mise en danger que ces 2 ou 3 dernières années. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui encore, il y a à peine 2 ou 3 semaines, pendant 15 jours, on cherchait, je me rappelle plus de son nom, un jeune qui a disparu. Brahim Al-Alami. Non, il y a Brahim Al-Alami, c'est récent, il y a 2 ou 3 jours, mais avant lui, un autre qui a disparu pendant 14 jours. Tout le monde le cherchait jusqu'à au bout du 16e ou 17e jour qu'il téléphone à sa famille d'un endroit, je me rappelle plus ce que c'est. Que des gens, des professeurs, vous avez cité dans votre édito certains noms, comme Abdeslam Abdelnour, qui est un universitaire, qui est quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans pour faire avancer le dossier de Tamazir et la culture amazir, qui se retrouve emprisonné pour motif de terrorisme ou d'autres. Ça, ce sont autant de signes, ce sont autant de preuves, je dirais, tangibles, palpables, que ce pouvoir a non seulement
peur que ce pouvoir est non seulement fragile, parce que sans cette fragilité, il ne s'attaquerait pas avec autant, je dirais, de férocité et autant, je dirais, de façon dure à toutes les couches de la nation, universitaire, non universitaire. Très bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Saïd Salhi, et pourtant, les responsables algériens parlent d'une nouvelle Algérie, d'une ouverture concernant les droits de l'homme. Même Abdelmajid Tebboune, M. Abdelmajid Tebboune, qui a parlé de liberté d'expression. On l'écoute et je reviens à vous. الفرد الجزائري حر في أفكاره، حر في العمل تاعو، حر حتى في التعاليق نتاعو، حرية التعبير مضمونة، ولكن في حدود الأدب. السب والشتم معنا حتى دخل مع حرية التعبير. السب والشتم والتجريح قانون الجنايات وقانون العقوبات. أما التعليق السياسي مرحبا، كل واحد بأفكاره، والأغلبية هي اللي تقرر، ولكن لازم الدولة تكون قوية، ولازم الدولة كذلك تسهل المعيشة نتاع المواطن. Très rapidement, Saïd Salhi, comme ça, on va vous montrer aussi l'intervention du ministre de la Justice pendant cette session, 31e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Votre réaction par rapport à ces déclarations de tout? أولا المسجونين تاع الرأي هذه أكذوبة القرن، ما عندناش مساجين تاع الرأي. أنا الإنسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمة داخل قبة البرلمان فقط. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. صحيح. انت الوظيفه تاعك ما يعطيكش حصانه باش تشتم فلان ولا تشتم الامير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدوله ولا لا. Saïd Salhi, yani Tebboune parle de Okdoubat al-Qarn concernant donc les détenus politiques, mais le comble de l'histoire, c'est que il a été contredit par son ministre, Tabbi, ministre de la Justice, avec son intervention à Genève, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On écoute Tabbi, le ministre de la Justice. أسئلة أخرى طرحت في العديد من المرات تتعلق بمتابعة النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي. بالنسبة لهذه المتابعات، أولا هي قليلة جدا، ثانيا في الحق قليلة جدا لا تعكس حجم ما يروج من إشاعات أنه فيه كثير من النشطاء ومن أصحاب الرأي تعرضون لمذاقة. Saïd Saleh. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a bien entendu, on a bien suivi justement cet examen-là. On a pris acte justement de de toutes les contradictions dans le discours gouvernemental entre justement les déclarations de Tebboune et les déclarations du ministre de la Justice. Ça prouve justement toute la confusion qu'il y a au niveau justement du sommet. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Nous avons déjà entendu une fois le président du Conseil national des droits de l'homme qui annonce que il y a des détenus, mais c'est une question de nombre. Voilà, c'est une question de nombre. Disons que voilà, il n'y a pas 300, mais il y a quand même quelques détenus. Une manière de reconnaître de manière tacite, de manière implicite l'existence des détenus d'opinion. Mais cela aussi démontre la nature du régime en lui-même. C'est un régime qui se construit sur le déni.
le déni de droit, mais aussi le déni de réalité. On l'a bien entendu à plusieurs reprises, le régime, à travers ses représentants, que ce soit Tebboune ou ses ministres, qui déclarent à chaque fois qu'il n'y a pas d'étude d'opinion en Algérie, il n'y a pas de répression, que la loi est respectée, que la justice est indépendante. Mais quand on voit les réalités, quand on voit justement cette dichotomie entre la loi et la pratique, entre les discours et les actes, on comprend bien justement cette nature du régime qui ne respecte même pas ses propres engagements. Et c'est ce que nous avons essayé de faire tout le temps, nous, en tant que défenseurs, à chaque fois, nous rappelons le gouvernement de respecter au moins ses propres engagements, au moins les lois qu'il a fait lui-même, notamment la Constitution. La Constitution qui est, soi-disant, voilà, une Constitution qui fonde cette nouvelle République, qui fonde justement la mandature de Tebboune, et cette Constitution qui nous a promis des garanties, des libertés, l'ouverture, l'Algérie nouvelle, le Hirak béni, le Hirak consacré dans la Constitution. Mais quand on voit comment cette Algérie nouvelle s'est déclinée, justement, dans les réalités, dans la vie de tous les jours, c'est une Algérie, qui est pire que l'Algérie ancienne, c'est une version, je dirais, piteuse que l'Algérie que nous avons combattue, que l'Algérie, que le Hirak, justement, s'est soulevé contre cette Algérie-là, cette Algérie de Bouteflika. Finalement, aujourd'hui, le pouvoir se prend, en contradiction, il se prend en piège lui-même par ses propres contradictions, par ses propres engagements. Très bien. Très bien. On va vous montrer aussi les déclarations de ministre de la Justice qui parlent de la période de transition. Et ça, c'est des déclarations qu'il a faites donc au Conseil des droits de l'homme à Genève. On l'écoute. الرأي والشخصيات الوطنية وجميع أصحاب النوايا الحسنة جسدت نهجا قويما استبعد ونأى بنفسه عن المغامرة السياسية لفترة انتقالية دون آجال محددة أو آفاق واضحة المعالم وتفضيل مسار إضفاء الشرعية الدستورية على المؤسسات بتمكين المواطنين من التعبير عن رغباتهم من خلال بدء عملية انتخابية في 12 ديسمبر 2019 أسفرت عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. وانطلاقا من هذه الولاية قام الرئيس المنتخب وفقا لالتزاماته المقدمة خلال الحملة الانتخابية بفتح ورشات وطنية إصلاحية ضخمة من ضمنها مشروع الدستور الذي تم رفعه للشعب وأقره هذا الأخير في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020. وقد أتاحت هذه الإصلاحات ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة وتقوية الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام. كما تم تعزيز استقلالية العدالة وترقية وحماية حقوق الإنسان بتعزيز حق كل فرد جزائري في المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. Nourdine Aoussat, votre réaction par rapport à ce constat de ministre de la Justice, est-ce qu'on doit rigoler, est-ce qu'on doit pleurer, est-ce que ça reflète la réalité que vit notre pays, le peuple algérien aussi? Ça reflète exactement ce que vit le peuple, ce que voit le peuple, ce que redoute encore que ça se poursuive, ce peuple redoute. Donc ce que je dirais, c'est que je reviendrai juste quelques secondes sur ce que a dit Abdelmajid Tebboune quand il parle qu'il n'y a pas de détenus politiques. De détenus politiques et qui dit que c'est un mensonge, c'est le mensonge du siècle. On est exactement dans ce qu'on appelle la nouvelle langue. La nouvelle langue, c'est un langage qui dit tout le contraire de la réalité. De même que son ministre de la Justice actuel, tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire si on le prend
au pied de la lettre, oui, il y a eu tout cela. Sauf que on prend les élections du 12-12, le taux de participation a été très très faible. Et on prend les élections, on prend la Constitution elle-même. C'est une régression totale. Cette Constitution qui est consacrée à un régime présidentiel auparavant, encore rendu ultra-présidentielle, et quand il parle de la séparation des pouvoirs, la séparation du pouvoir n'a jamais été autant absente que cette fois-ci. Les autres fois, les années précédentes, les mandats précédents, il y avait au moins, disons, des coalitions, RND, FLN et les partis de la coalition qui soi-disant constituaient un gouvernement indépendamment de l'exécutif et du reste. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il a été dit tout à l'heure par Adil Houari, ce régime-là, il l'a dit, on en a parlé une fois déjà, dans une interview que Abdelmajid Tebboune avait accordée au journal L'Opinion français, je pense que c'était au mois d'octobre 2020, où il avait donc ce projet-là de mettre à l'écart les partis politiques, de vider totalement de toute action, de toute vie, de toute vitalité les partis politiques, et de lancer une nouvelle génération de politiciens, mais en fait lancer une nouvelle clientèle. Donc ce pouvoir à Sénassar, on le connaît maintenant, on sait exactement qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine, et on sait qu'est-ce qu'il va faire l'année suivante, etc. Maintenant, la grande question pour moi, nous le peuple, qu'est-ce que nous devons faire face à ce pouvoir où il n'y a aucune, je dirais, surprise à attendre de sa part. Est-ce que c'est Nordine, c'est le pire. Je m'excuse, oui. Je vous ai coupé la parole, c'est Nordine. Est-ce que vous pensez que le peuple a le choix devant cette machine répressive, c'est Nordine? Absolument, Sénassar. Je ne dirais pas, nous ne sommes pas moins que les autres peuples, nous ne sommes pas moins que les Argentins, nous ne sommes pas moins que les Chiliens, nous ne sommes pas moins que les autres sociétés, les autres peuples. Nous avons fait beaucoup de choses, hein, il faut reconnaître, il faut le dire, d'accord. Le Hirak qui a mobilisé des millions d'Algériennes et d'Algériens, ça restera dans notre mémoire, ça restera dans notre cœur, ça restera dans notre histoire, mais il faudra continuer. Il faudra continuer pacifiquement, certes, sans violence, certes, mais il y a encore d'autres possibilités. Une grève, je dis bien une grève. Attends, je ne dicte pas, c'est juste pour, à titre d'illustration, à titre d'exemple. Je suis ici à Paris, je ne peux m'autoriser ni me permettre de dire aux Algériens ce qu'ils doivent faire, ni leur dicter. Et pourtant, il y a des voix qui s'élèvent là ou là-bas, c'est Nordine, qui disent si vous voulez militer, si vous voulez changer les choses, vous qui parlez donc de l'étranger, il faut être ici en Algérie, il faut être là-bas, il faut être sur place. Sénassar, ça c'est un non-sens, c'est vraiment une bêtise, pour ne pas dire quelque chose de plus fort. À certains moments, je dirais même que c'est une crétinerie, parce que le mouvement national, Nassar, dans les années 20, il est né à Paris. L'étoile nord-africaine est née à Paris. Le PPA est né à Paris. Le nerf de la guerre d'Algérie toute entière, de début jusqu'à la fin, c'était la fédération de France qui pourvoyait l'Algérie avec l'argent, les cotisations demandées aux Algériens qui étaient en France pendant la guerre de libération, combien ils avaient donné pour cette guerre. Donc on arrête ces bêtises-là. Restez avec nous, Nordine Aoussat. Vous avez soulevé une question qui est très importante, bien sûr. Comment peut-on agir face à cette situation, à cette machine répressive? Saïd Salehi. Et pourtant, les relais de ce régime dans le Haut Conseil, le président du Haut Conseil des droits de l'homme, Zalani, qui parle
de la situation. Il était à cette session, 31e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. On l'écoute ce qu'il a déclaré et je reviens à vous, Saïd Saleh. أولا حدثت مفاجأة. لو كان هذا التقرير اللي قدمته الدولة الجزائرية كان مجرد كلام نظري وما في حتى تطبيق، الدول ما تمشيش معنا. لماذا كل الدول؟ ليش 100 دولة؟ يعني نحن كل كيف شريناهم اتفقنا معاهم، يعني نقدروا جاملونا آخرين، نقدروا 1 2 4 10 أكثر من 100 دولة على 123 اللي تدخلوا بصفة رسمية، اللي تدخلوا هما 123 منهم عدد قليل دخل عن طريق لا فيزيو كونفيرونس، واغلبهم كانوا حاضرين في عين المكان وتدخلوا. ولما تدخلوا زياده على البروتوكول المجامله الاولي، نشكر الجزائر انها عدت تقرير وجاتوا في وقته وكذا، لا، ثمنوا مسائل محدده في التقرير اللي هي الاصلاح الدستوري الكبير وما تبعه من مؤسسات وقوانين. شوفي هذا ذكر فيه تغير حدث في المجتمع الجزائري، واحنا اعلنا جايه جزائر جديده نساهم فيها كلنا في البناء نتاعها. هذه الجزائر المعالم الاولى نتاعها بدات تظهر. Saïd Salhi, donc on est en train de vivre Saïd Salhi, on est en train de vivre donc dans l'ère de la nouvelle Algérie. Vous avez entendu donc le président du Haut Conseil des droits de l'homme, M. Zahlani. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais aussi avoir votre réaction par rapport quelles sont les perspectives, quelles sont les solutions face à cette machine répressive. Mais commençons d'abord par ces déclarations. Je voudrais dire un mot concernant la déclaration du président du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais dire que le Conseil des droits de l'homme algérien est à côté de son mandat. Il est vraiment à côté de son mandat. Il est vraiment en dehors de tous les principes il est même en contradiction par rapport aux principes de Paris. Le CNDH est une institution nationale, mais qui n'a aucune voix concernant la situation des droits humains. Le Conseil national des droits humains n'a pas à défendre justement le bilan de l'exécutif. Au contraire, c'est un conseil consultatif qui doit conseiller l'exécutif justement comment améliorer la situation des droits humains en Algérie, ce qui n'est pas le cas. Alors quand le président du conseil parle justement de cet examen donc au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il parle d'un rapport. Moi, ce rapport, je l'ai lu. J'ai même donné notre appréciation concernant ce rapport. C'est un rapport vide. C'est un rapport qui parle justement des réformes depuis la Constitution de 2020 jusqu'à maintenant. Il parle des lois alors que l'ensemble de ces lois sont contraires même à la Constitution. Ça a été dit par professeur Houari Adi. Ces lois qui ont été abrogées, qui ont été amendées après, c'est des lois qui sont anticonstitutionnelles, notamment l'article 87 bis, notamment toutes les pratiques et toutes les interdictions des libertés publiques, les interdictions des marches, les interdictions des réunions publiques, alors que la Constitution de 2020 consacre le régime déclaratif. Jusqu'à maintenant, c'est les lois justement qui consacrent le régime d'autorisation qui sont même contraires à la Constitution qui sont en vigueur, notamment la loi des associations, la loi des manifestations publiques. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé vraiment entendre justement le CNDH se positionner sur la situation des droits humains, sur justement toutes les privations des libertés, toutes les interdictions qu'on est en train de vivre chaque jour. Voilà. Très rapidement, 30 secondes, Saïd Salhi, je donne le mot de la fin à Nordine Aoussat. Est-ce que l'Algérie se dirige vers une situation dangereuse, entre guillemets, quand on voit donc cette politique de répression? Qu'est-ce que vous en pensez et quelles solutions, très rapidement? Moi, je dis, il ne se dirige pas. On est dans une situation dangereuse. La fermeture et le verrouillage de champs médiatiques, du champ politique, de champs civiques est une situation dangereuse qui emporte beaucoup de risques. Aujourd'hui, on voit que le peuple algérien est encore de supporter, mais cette situation ne peut pas continuer. Cette situation, justement, de répression, cette situation de mépris, de la hogra ne peut pas se poursuivre. Barakallahu fik, Saïd Salhi. Le mot de la fin, très rapidement, c'est Nordine. Tout à fait, je vais dans le même sens que c'est Saïd Salhi, exactement, le verrouillage total de la société sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan intellectuel, sur le plan des droits de l'homme, ça ne peut pas continuer comme ça. L'Algérienne, ils ont toujours lutté pour leur liberté, ils ont toujours lutté pour leur dignité. Ils ont choisi la voie pacifique, la voie non violente, ils vont poursuivre et ils trouveront les moyens de réagir
revenir sur le champ des luttes et du militantisme, ça, il n'en est pas question. De laisser ce pouvoir qui nous mène vers un mur, le pouvoir de Tebboune. Tebboune ne sait même pas de quoi il parle. Merci. Si vous analysez son propos, vous trouverez que ce ne sont que des éléments de langage. Il parle de la société et il saute au suffrage universel. Merci, à la majorité. On ne sait pas de quoi il parle. Merci Senordine. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie beaucoup mes invités. Professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier, mais aussi professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie et Sciences Po à Lyon. Et je remercie beaucoup aussi Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Yatikoum Saha, Mbqaw ala khayr.